Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi une Bugatti Veyron se cache sur le 0 à 100 quand cette moto arrive. Oh là 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 là! Aussi facile à vivre mais aussi rageuse, aussi douce mais aussi coupleuse. Elle a un nombre de visages, c'est le dieu multiface. Valar Morghulis, Valar Dohaeris les amis, mais pas demain, hein. On va pas mourir demain, on va attendre un petit peu. Si je vous disais que là sur cette scène, il y a 2 motos, vous me croiriez probablement pas vrai? Ouais, c'est un sacré bestiau. Qu'est-ce qu'on s'amuse sur la Roadsters TV? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous proposer un essai que j'attends depuis le lancement de la chaîne. En réalité, j'ai toujours eu envie de vous faire l'essai de cette moto et donc je suis ravi de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. C'est une machine qui a beaucoup d'importance à mes yeux. Ceci est l'incroyable, la monstrueuse Suzuki B-King. Cette machine, si vous me suivez un petit peu dans mes diverses aventures sur Roadsters TV, vous savez à quel point c'est une moto qui compte dans mon cœur, puisque peut-être ma moto favorite. Oui, je sais, j'ai parlé de la ZH2, mais tout ça c'est une affaire de cœur, vous savez, c'est les émotions qui parlent, c'est très difficile de départager le vrai du faux. Toujours est-il que ceci est ma nouvelle moto. Oui, celle-ci, je ne vais pas remercier une concession ou quoi que ce soit, elle est à moi, elle m'appartient, je l'ai achetée tout simplement parce que, vous le savez peut-être, il y a quelques mois, je m'étais séparé de l'Hayabusa, un grand regret, mais je lançais le format des essais longue durée et je voulais mettre un petit peu de sous de côté, vous le savez, je suis devenu youtubeur à plein temps, et pour plein de raisons, j'ai décidé d'arrêter ce format des essais longue durée, puisque ça me convenait pas. Et donc, il me fallait une nouvelle moto, il fallait que je rachète une monture, mais un peu moins chère que la Hayabusa, et j'ai donc jeté mon dévolu sur celle-là. Juste à titre d'information pour que vous le sachiez, ceci est mon 7e B-King. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Je suis peut-être la personne en France qui a eu le plus de B-King. Je sais pas si c'est vraiment une bonne chose, si c'est un bon titre à avoir. Mais bon, la 7e va peut-être porter chance. J'espère qu'on va la garder un peu plus longtemps celle-là. Il y a tellement de choses à dire sur cette moto, les amis. Beaucoup d'informations à vous donner. Je vais essayer de rendre ça un petit peu concis et ludique. Le concis, c'est pas toujours évident. Espérons que le ludique au moins demeure. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent pas le Suzuki B-King, qui ne savent pas ce que c'est, eh bien, c'est ni plus ni moins que la version Roadster décarénée de l'Hayabusa. Voilà, si vous connaissez l'Hayabusa, vous imaginez cette moto sans carénage, ça vous donne une bonne idée de ce qu'est un B-King. C'est une moto qui a été introduite en tant que concept, que prototype en 2001 au salon de Tokyo, donc ça remonte à assez longtemps. Et à l'époque, les ingénieurs chez Suzuki, ils avaient un peu pété un câble puisque la moto avait un pneu bien plus gros, un 240 mm si je dis pas de bêtises, donc c'était les dimensions d'une Diavel. On avait un guidon qui était un petit peu plus étroit, quelques petites différences au niveau de la ligne, et surtout en fait le 4 cylindres en ligne de la Hayabusa qui montait grâce à un compresseur à 200 chevaux. Je sais pas si vous imaginez le truc. Alors ils ont décidé de raisonnabiliser, je te dis pas mais je le dis quand même, m'en fous, les choses, et de la rendre un tout petit peu plus sage. Vous allez voir qu'en réalité pas tant que ça, et cette moto a créé la catégorie des hyper roadsters 4 ans avant l'arrivée de la Tuono. Je sais que certains d'entre vous vont arguer dans les commentaires, oui mais il y avait des motos avant qui machin. En réalité, ce que moi je considère les hyper roadsters, les motos de plus de 170 chevaux sans carénage, on est plutôt sur cette moto comme étant la précurseuse de la catégorie. Et eh bien écoutez, on va y aller, c'est l'heure du tour statique. Expliquons un petit peu de quoi il en retourne. Alors bien évidemment, la première chose dont on parle, c'est l'apparence de la moto, et c'est bien l'un des aspects sur lequel le B-King divise le plus, tout simplement parce que cette moto, elle a une apparence qui est très particulière, surtout quand elle a été annoncée en 2007 lors de sa version commerciale finale. Pas forcément la moto qui a plu le plus à tout le monde, notamment en raison des échappements, les lance-patates, les fameux lance-patates comme on les appelle chez les possesseurs de B-King. Mais pour moi, cette moto est l'une des plus incroyables qui soit en termes de design, parce que justement elle ne se lance pas dans les tendances, elle n'essaye pas de suivre les trends, et elle crée une sorte de propre identité visuelle avec une moto qui est monstrueuse, elle est massive, c'est incroyable, elle est extrêmement en contraste. Je trouve d'ailleurs qu'elle est très élancée sur la partie arrière, surtout quand on enlève ces échappements d'origine qui sont dégueulasses au profit de quelque chose d'un petit peu plus fin, très élancé, et à l'avant
vous avez deux énormes écopes qui lui donnent eh bien, un côté hyper musculeux, hyper vénère que moi je trouve magnifique sur cette machine. Alors sur les possesseurs de Viking, il y a très peu de machines qui sont encore d'origine, hein. On fait souvent des petits changements et notamment ici au niveau de la coque arrière qui a été remplacée par quelque chose qui était proposé à l'époque notamment par Air Max, la marque Air Max, avec cette espèce de petit phare arrière qui est eh bien, très repris, hein, très dérivé de celui du Yamaha R1 et qui lui donne eh bien, une partie arrière qui est sublime, magnifique. Bien évidemment, hein, comme c'est une machine qui a un petit peu vieilli, il y a 2-3 petites choses qui trahissent son âge, avec notamment des éclairages halogènes, avec eh bien, un peu de plastique qui fait un peu ancien. Les rétroviseurs bon, font peut-être un petit peu moins premium aussi, ça c'est des choses qui se remplacent bien. Pareil, l'éclairage, je vais mettre de la LED dessus, et aussi eh bien, cette petite console centrale comme ça un petit peu chromée où vous avez quelques petits boutons, je vais vous en parler après. Tout ça, moi je trouve que ça participe énormément au charme de cette moto et ça lui donne un côté qui est véritablement unique, hein. Et cherchez pas à se faire toute petite, toute fine, toute fluette comme les autres roadsters, non. Là on est sur un truc qui impose. Maintenant, on va passer à ce qui pourrait vraiment être considéré comme le cœur, on va dire, hein, de ce menu assez relevé, puisque le moteur du Viking est un des plus fous de la production moto. Ouais, j'ai pas peur de le dire. En fait, cette machine, elle intègre le 4 cylindres en ligne de la Hayabusa deuxième génération, c'est-à-dire 1340 cm3 de cylindrée, mais c'est lui qui a inauguré cette génération de moteurs, parce que la Hayabusa deuxième génération, elle est arrivée en 2008, alors que le Viking était sorti en 2007. C'est donc vraiment cette moto qui a inauguré cette nouvelle forme d'architecture moteur, cette nouvelle révision du 4 en ligne de la Hayabusa, et on a des valeurs qui sont, accrochez-vous bien, hein, ça va cogner un petit peu, 183 chevaux 2007, 183 chevaux. Encore aujourd'hui, une Super Duke n'est pas plus puissante que ça. On se calme tout doucement, 2 secondes hein, quand même. Et surtout, c'est ça qui me plaît plus, moi, 146 Nm de couple. Combien? C'est colossal, c'est débile. La moto, elle est dotée de valeurs qui sont, encore aujourd'hui, au final, quasi inégalées. Il y a des motos qui sont plus puissantes en termes de puissance en chevaux, hein. On a la Street Fighter, on a la ZH2, la M1000R, la Brutal 1000RR, mais qui n'ont pas autant de couple. Même une ZH2 ne fait pas autant qu'un Viking. Et après, les autres Tuono Super Duke, eh bien, on est au-dessus. Cette moto, quand elle est sortie, elle a brisé un paquet de cul, mais pour très longtemps, et elle n'a pas eu son égal pendant 16-17 ans jusqu'à la sortie de la ZH2 finalement. C'est elle qui a un petit peu calmé ce règne du Viking en tant que monstre de l'équilibre puissance couple. C'est assez impressionnant. Et juste pour votre information, histoire que vous ayez un petit peu de culture comme ça, cette moto abat le 0 à 100 en 2,3 secondes. Je ne plaisante pas. Je sais que certains d'entre vous ont vu des informations comme quoi c'était 3,2. Non. Cette moto, elle est capable de faire le 0 à 100 en 2,3 secondes, ce qui est plus rapide qu'une Bugatti Veyron. Voilà, je pense que déjà là, la discussion peut s'arrêter. Si vous ne me croyez pas, vous avez cette vidéo d'un monsieur qui est justement en train de faire son 0 à 100. Si vous regardez la vidéo image par image et que vous comptez le temps, vous allez voir qu'il est même, à mon sens, peut-être même en dessous des 2,3 secondes. C'est hallucinant. Il n'y a aucune moto moderne en termes de roadster qui est capable d'abattre ça pour plein de raisons. La technologie embarquée, le fait que la motricité, à cette époque-là, c'était quelque chose de très important parce que niveau technologie, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'assistance électronique. Mais les faits sont les faits, mes amis. Oui, c'est violentissime. Bon, continuons. Le châssis, c'est quelque chose de relativement classique. C'est une formule double longeron aluminium, comme on l'a déjà vu des centaines de fois. Très efficace, ça marche bien et Suzuki, ils savent faire du double longeron. Après, malheureusement, ça ne va pas forcément aider au poids de la moto parce que le Viking, s'il a bien un défaut, c'est que c'est une brique. C'est une moto qui fait 255 kg, donc autant vous dire qu'il faut se la trimballer, surtout sur les manœuvres à basse vitesse. On verra en dynamique ce que ça donne, mais à l'arrêt ou quoi, c'est un sacré bestiau. Et bien en termes de capacité de réservoir, vous êtes à 16,5 litres, ce qui n'est pas énorme du tout hein, pour un roadster, surtout que cette moto consomme entre 7 et 8 litres au 100. Si vous êtes sur autoroute, vous allez vraiment vous normaliser à 7 litres, même un petit peu moins. Quand vous êtes en ville, bon, vous allez monter un peu. C'est un énorme 4 cylindres en ligne de 1340 cm3. C'est normal que ça consomme. Donc bon, ça c'est quelque chose avec lequel il faut composer. Donc vous aurez une autonomie aux alentours de 220-230 km à peu près. Et sur la
partie cycle, il y a deux petites choses à dire. Alors, la fourche, c'est une fourche inversée de 43 mm, ce qui est assez surprenant pour une moto aussi grosse d'avoir mis une petite fourche, mais bon, elle est très efficace, hein, elle est totalement réglable, que ce soit en compression, en détente, hein, et surtout, elle est dérivée de la GSX R1000, donc c'est quelque chose qui est extrêmement bien, à mon sens, ça va plutôt bien marcher. Donc voilà, ça reste quand même un élément qui est très bon, et surtout, ce qui est vraiment intéressant sur cette moto, c'est de savoir que, on a un freinage extrêmement sympa, puisque là-dessus, vous avez des étriers radio 4 pistons Nissin, et on pourrait se dire que cette moto étant directement dérivée de la Hayabusa, elle aurait un freinage identique, mais pas du tout. Le freinage du BeeKing est bien meilleur sur le papier, je vais pas vous le cacher, hein, on verra dans la partie dynamique, mais en réel, bien meilleur que celui de la Hayabusa, hein. C'est un freinage qui est un petit peu spongieux, mais extrêmement efficace, alors que la Hayabusa, ça a toujours été une moto qui ne freine pas, hein. Quand vous roulez en Hayabusa, vous ne freinez pas, c'est une tradition comme ça, hein. S'il y a un platane, ça servira de frein, pour le reste, vous vous débrouillez. On va monter dessus pour la petite position de conduite quand même, parce que j'aime bien monter sur mon BeeKing, c'est mon BeeKing. Alors, je vais avancer un tout petit peu pour ne pas avoir le soleil dans les yeux. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette position de conduite? Il y a plusieurs choses. La première, c'est que ça reste un roadster, donc on est sur quelque chose de plutôt droit. On n'a pas forcément à aller chercher trop vers l'avant, hein, pour aller chercher les guidons, hein. C'est pas trop désagréable, on va dire. Mais néanmoins, il faut quand même se dire que sur cette moto, vous êtes une machine qui pousse à l'attaque un petit peu, hein. C'est pas un roadster ultra relax comme pourrait l'être une MT-07. Et du coup, il y a autre chose qui est important, c'est que les jambes sont extrêmement relevées, hein. Moi, je pense que je vais installer des petits repose-pieds réglables pour baisser un tout petit peu, parce que ça, on le sent, hein, ça tend un petit peu. Et surtout, ça donne à cette moto une autre caractéristique que moi, par contre, j'adore. C'est que là, je peux pas vous le montrer des deux côtés, mais les jambes sont extrêmement écartées sur cette moto, tout simplement parce que, le réservoir est énormissime, et donc ça lui donne, contrairement aux autres hyper roadsters, la sensation que vous chevauchez un animal, en fait, que vous faites du rodéo sur un taureau. C'est juste génialissime, et du coup vous avez une position qui est vraiment hyper originale et différente de ce que vous pouvez trouver sur d'autres motos, et du coup ça participe encore une fois au charme de cette moto. Après, en termes de hauteur de selle, c'est pas forcément extrêmement haut, hein. C'est une moto qui reste quand même assez accessible pour des motards un petit peu plus petits. La seule chose qui risque d'être un petit peu effrayante, c'est les dimensions, le galbe de la moto. Ça, par contre, ça peut vous surprendre. Et en termes de selle, elle est vraiment plutôt confortable, hein. Vous pouvez le voir, elle est quand même assez épaisse. Vous pouvez faire pas mal de bornes avec sans trop vous fatiguer. Il n'y a pas de souci. Que je suis toujours dans le cadre. On va finir par la technologie de cette moto qui, vous allez voir, est assez sommaire, parce que cette moto étant sortie en 2007, il n'y en a pas trop. Donc bon, d'abord l'écran, le tableau de bord, c'est un écran LCD. Alors vous allez comprendre pourquoi après, mais là je peux pas vous l'allumer. Je vais vous expliquer tous les détails juste après. C'est un écran qui est très simple, très sommaire, avec des informations qui sont plutôt orientées sur la puissance et la vitesse, hein. Vous avez un énorme contour au milieu, les kilomètres sont à droite, vous verrez tout ça pendant le tour dynamique. Et en termes d'assistance électronique, comme je vous disais, le BeeKing existait en deux versions, une avec ABS et une sans. Donc c'est la seule assistance que vous pouvez avoir, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, l'ABS n'était pas obligatoire sur les motos, hein. Donc il y en avait certaines qui en avaient, d'autres qui en avaient pas. Et on a deux modes de conduite, mode A, mode B. Le mode B va limiter un petit peu l'arrivée de la puissance, hein, quand il pleut un petit peu. Et c'est tout. C'est ce que certains aiment à appeler une moto de bonhomme. C'est-à-dire qu'ici, vous n'avez pas de contrôle de traction, vous n'avez pas d'anti-wheeling, vous n'avez pas de launch control, vous n'avez pas de cruise control, vous n'avez pas de café. Non, cette moto, elle est véritablement brute de décoffrage, et il faut faire extrêmement attention du coup quand vous roulez avec, puisque vous pouvez rapidement vous foutre au tas avec un BeeKing, hein, sachant que ça reste une moto extrêmement bien motricée, avec une ingénierie qui est très bonne, et qui du coup permet vraiment de rattraper des fois un petit peu les erreurs. Mais vu le poids, vu la puissance et vu l'absence d'assistance électronique, il faut quand même faire attention. En termes de prix, cette moto se trouve sur Le Bon Coin uniquement, puisque elle n'est plus vendue aujourd'hui. Donc vous trouvez des BeeKing intéressant entre 7 et 10 000 euros environ. C'est là que vous allez trouver des bons exemplaires, sachant qu'en règle générale, les gens prennent plutôt soin de leur BeeKing. C'est une moto de passionné, donc là par exemple, celle-ci est dans un état qui est clinique, hein. Là maintenant, elle a quelques petites traces de moustiques parce que j'ai pas encore eu le temps de bien la nettoyer, mais vraiment le propriétaire précédent s'en est occupé avec un soin maniaque. Elle était vraiment nickel, la moto. Toutes les machines qui sont au-delà de 11 000 euros, calmez-vous les gars, hein. Votre BeeKing n'en vaut pas autant. Il y a des gens qui vendent des BeeKing au prix que valait la moto quand elle est sortie, c'est-à-dire 12 000 euros.
€. Pardon? Voilà, j'ai pas compris. La machine elle a 30 000 bornes, elle a un échappement Accra et ils vendent ça 12 000 balles. Ne vous faites pas avoir, entre 7 à 10 000 €, vous pouvez trouver des exemplaires vraiment en bon état. Les seules choses sur lesquelles il faut vraiment faire attention sur le Viking, il y a 3 points. Le premier, c'est le régulateur de tension. Il y a eu des campagnes de rappel qui ont été faites par Suzuki pour le changer. Donc ça, voilà, pensez-y, c'est important si vous en achetez une. Les roulements de colonne de direction qui avaient été sous-dimensionnés par Suzuki à l'époque et qui peuvent être un petit peu légers. Ça, il faut faire attention parce que c'est une opération qui peut être un peu coûteuse vu qu'il faut remplacer les roulements, donc enlever la colonne. Voilà, prévoyez-le et demandez bien si ça a été fait, si vous en achetez un. Et dernièrement, vous avez le plateau d'embrayage qui peut se desserrer un petit peu. Donc ça se resserre avec du frein filet ou peut-être d'autres types d'aide pour le serrage. Voilà, sinon en dehors de ça, le Viking, c'est une moto qui est extrêmement fiable. Le moteur est increvable et en termes d'assurance, eh bien, ça vous coûtera bien moins cher qu'une Hayabusa qui était une moto très accidentée et avec sa catégorie coûte extrêmement cher. Moi, cette machine-là, par exemple, pour du tiers, elle me vaut 323 € à l'année et 500 € en vol incendie. Donc c'est vraiment très bas. Et je vais vous proposer maintenant qu'on monte sur la machine et qu'on aille rouler puisque je ne peux pas vous démarrer le moteur car j'ai enlevé le calculateur de la moto pour faire quelque chose dessus. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais du coup, là, on va prendre ce monstre et on va aller rouler sur la route avec. Ah les amis, si vous saviez depuis combien de temps j'attendais de faire cette partie dynamique. On est à bord de l'incroyable Suzuki Viking pour vous en montrer un petit peu ce qu'elle donne sur la route de façon un petit peu plus roulante, un peu plus vivante. Voilà, ça ne veut pas dire grand chose, mais vous aurez compris l'idée. Donc écoutez, cette moto vous allez forcément être amené à la voir à plusieurs reprises sur la chaîne, puisque comme vous le savez, c'est ma nouvelle moto. Mais j'avais vraiment hâte de partager mes impressions concernant ce monstre avec vous. Attention quand même les insertions un petit peu impromptues comme ça alors que quelqu'un arrive et a la priorité. Donc on va commencer bien évidemment par les petits aspects pratiques puisqu'on a un petit peu de ville avant d'arriver sur des endroits un peu plus ouverts. Et donc écoutez, concernant la position de conduite, elle est exactement identique à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire quelque chose d'assez droit, de relativement confortable. On n'est pas sur la position d'une Hayabusa qui va vous casser le dos et les poignets au bout de 50 km. On est vraiment sur quelque chose d'assez droit mais avec un petit peu d'angle vers l'avant pour avoir quand même un sentiment d'attaque qui est très important sur cette moto. Ça reste quand même un roadster absolument démoniaque, donc il faut qu'il y ait quand même ce petit soupçon d'agressivité qui permet de se sentir particulièrement bien, notamment quand on va attaquer un peu avec la moto. Et du coup la maniabilité de l'engin est phénoménale. Alors je tempère mes propos, ne vous attendez pas à une Tuono ou à une Super Duke, bien évidemment ce n'est pas le propos, c'est pas les mêmes dimensions d'engin, mais il faut se rappeler que cette moto pèse 255 kg et une fois que vous avez dépassé les 5 km/h, Suzuki ont fait de la sorcellerie. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés pour réussir à avoir cet équilibre. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles je dis que le Viking est peut-être la moto la plus incroyable que Suzuki n'ait jamais réalisée, tout simplement parce que cette moto, elle a une maniabilité, un équilibre qui sont surnaturels quand on prend en considération ces dimensions. Donc ça, c'est vraiment super agréable. C'est une moto très facile à vivre. Il faut juste faire un petit peu attention sur les manœuvres à basse vitesse parce que ça reste quand même un engin assez costaud, mais au-delà de ça se passe tellement bien. En plus, croyez-moi que vous avez une bonne lampée de points de charisme avec cette moto. Tout le monde se retournera sur votre chemin quand vous roulerez en Viking, ça c'est clair et net, et même bien plus que sur une Super Duke ou une Tuono. C'est vraiment une moto qui ne laisse personne indifférent visuellement parlant. Je peux m'engager? Parfait. Au niveau des commodos, écoutez, au niveau des leviers, ça se passe très bien, c'est du Suzuki, c'est doux comme du beurre. Bien évidemment, on n'a pas de shifter pour pouvoir passer les rapports sans débrayer, on va dire. Ça, c'est quelque chose qui est normal pour une moto de cette époque, même si la K1300R le proposait en son temps, mais elle est sortie quelques années après. Voilà, écoutez, au niveau du poste de conduite, tout marche très bien. Les rétroviseurs sont très agréables. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont dégueulasses sur le Viking. Moi, je trouve qu'avec le côté chromé, ça va, ça passe. Mais surtout, ils font un bon office. Ils ne vibrent pas trop. On voit vraiment bien dedans. Ils sont bien réglables. Donc ça, il n'y a aucun souci. Après, ça se remplace facilement. Et c'est ce que je ferai à un moment, je pense, par des petits éléments Rizoma ou Puig, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus stylé, comme le Stylema. Et je profite de ce petit arrêt pour vous dire que le tableau de bord, il est correct mais sans plus au niveau de la lisibilité. J'aime bien son apparence même si c'est un très vieux tableau de bord, c'est du LCD, donc forcément, machine de 2007 oblige, ça ferait tâche aujourd'hui comparé à des concurrentes plus modernes. Mais par contre il est très pratique et je trouve plutôt joli. Au niveau de la lisibilité ça va tant que vous n'avez pas vraiment le soleil du futur qui tape dessus, parce que sinon c'est vrai que les écritures peuvent être
un petit peu moins marquée. Et bien sachez, petite anecdote comme ça pour vous, hein, histoire de briller pendant les dîners avec Tata Huguette. Sachez que quand vous roulez de nuit par basse luminosité, en fait l'écran se teint de bleu, qui est a priori le rayonnement qui vous empêche le plus de vous endormir, hein. Vous savez, quand vous mettez vos produits Apple, vos iPhones, vos iPads en night mode, et ben ça les teint d'une couleur jaunâtre parce qu'en fait les rayonnements bleus disparaissent. Donc voilà, c'est un petit truc pour vous éviter de vous endormir sur un Viking. Je ne pense pas vraiment que ce soit un problème, mais voilà. Et là maintenant on va pouvoir passer à des considérations un petit peu plus sympas, et je vais vous expliquer maintenant pourquoi une Bugatti Veyron se cache sur le 0 à 100 quand cette moto arrive. Oh là 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 là. Ce moteur est monstrueux. Ce 4 cylindres en ligne qui vient directement de la Yabusa de 2e génération, mesdames et messieurs, c'est n'importe quoi, regardez-moi ça. Wouh! C'est du grand délire, c'est du grand délire. C'est monstrueux, hein. C'est 1340 cm3 de 4 cylindres en ligne totalement maboulissimes, et qui vont chercher, eh bien, non seulement une quantité de puissance qui est vertigineuse, 183 chevaux, ça reste quand même un des roadsters les plus puissants de la planète. 16 ans plus tard, hein, dites-vous, hein, cette moto elle a 16 ans. On a bien évidemment aujourd'hui des roadsters qui sont plus puissants, comme la M. Miller, la Brutal, la Street Fighter ou la ZH2, mais avec une quantité de couple pareille, ça vous n'en avez pas, hein. Même la ZH2, elle délivre uniquement 14 mètres kg de couple, et c'est à 7500 tours minute, avec un compresseur qui se réveille très tard. Là, mais vraiment, vous êtes en seconde, vous êtes à 4000, 3500 tours minute, vous tournez. C'est violentissime. On va s'en reprendre une petite lampée, hein, si ça vous fait rien. Et à 7000. Oh là 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 là. Oh, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Ce moteur, il est plein à tous les étages, et à chaque fois que vous tournez la poignée, vous avez l'impression de vous coller contre le dosseret et de ne pas pouvoir vous en sortir. C'est dingue. Et c'est vraiment, quand on la compare à la ZH2, qui délivre également des valeurs de couple qui sont très élevées comme ça, et différentes de la Super Duke 1290 parce que c'est un bicylindre, sur la ZH2 vous avez vraiment un côté très on-off où en dessous de 7000 tours minute, je vais pas dire qu'il se passe rien, ça reste quand même velu, mais c'est la différence entre la cylindrée et la turbocompression ou la compression. C'est qu'en fait, sur une grosse cylindrée, votre moteur il est rempli à tous les étages, vous en avez tout le temps, ça ne s'arrête jamais, et du coup c'est ce qui se passe, hein, même à 2000 tours minute, quand vous tournez la poignée à fond, c'est immédiat, la sanction est violente et extrêmement plaisante à rouler, je vais pas vous le cacher. Cette moto elle délivre des sensations qui sont purement jouissives. Alors bien évidemment, hein, faut la respecter, hein. Il faut énormément la respecter, peut-être même, je dirais, un petit peu la craindre, parce que, je vous le rappelle, c'est une moto qui n'a aucune assistance, donc vous n'avez pas de contrôle de traction pour vous sauver, vous n'avez pas d'anti-wheeling, de machin, même si bon, le wheeling c'est pas forcément le problème sur cette moto, mais surtout, eh bien, sur certaines versions du Viking, vous n'avez pas d'ABS, et du coup, même quand vous roulez sur des versions qui sont bridées en 106 chevaux, parce que vous le savez, hein, si vous êtes sur une moto ABS, vous ne pouvez pas légalement la débrider, hein, même si sur le Viking, on va dire que le bridage que Suzuki a imposé n'était pas le plus compliqué. Ça, je vous laisserai regarder, faire ce que vous voulez sur internet, ça ne me concerne pas. Mais on est sur une moto qui n'a pas d'ABS, donc vous pouvez bloquer votre roue avant sur un freinage appuyé, donc ça il faut vraiment faire attention. Par contre, ça n'empêche pas de bouder son plaisir et de vraiment... Vous voyez comme à chaque fois que je tourne la poignée, ça part en avant, ça se téléporte, c'est hallucinant, hein. En plus là je suis dans la meilleure plage, parce que effectivement elle est très velue à 4000, mais arriver à 7000 tours minute, ça devient totalement stratosphérique, et vraiment plus que les vitesses atteintes, c'est vraiment la force avec laquelle ce moteur délivre qui est impressionnante. Oh, cette moto elle est... Oh là 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 là. C'est pas pour rien que c'est ma 7ème, hein. La brosse, et là voilà. Et là, vous voyez, je vais aborder un autre aspect. C'est que quand on arrive en ville, regardez-moi ça, je vais passer en 6ème. Je suis en 6ème à 2000 tours minute et la moto elle repart comme si de rien n'était. Vous voyez l'onctuosité, le velouté du moteur. Oh,
C'est tellement bon, c'est tellement bon. Et puis après, ça repart. Combien de motos vous offrent des facettes comme ça, aussi variées au niveau de leur personnalité, aussi faciles à vivre, mais aussi rageuses, aussi douces, mais aussi coupleuses. C'est incroyable. C'est incroyable. Cette moto, elle sait tout faire. Elle sait vraiment tout faire. Dans un rapport qualité-prix qui est monstrueux, franchement, c'est vraiment du plaisir à tous les étages. On va juste avant de rentrer à Janvry, je crois, ou Gometz-la-Ville, je ne sais plus, ça fait longtemps que je suis pas venu. Le freinage, et moi j'ai pas d'ABS, hein, donc je fais attention. Le freinage est quand même extrêmement bon et surtout il est bien meilleur que celui de la Hayabusa de deuxième génération. Le freinage, il est vraiment bon. Il est un peu spongieux, on sent qu'il est un petit peu spongieux et que ça manque un tout petit peu de mordant immédiat, mais par contre il est efficace. Quand vous allez le chercher, il est très efficace et ça c'est bien. Ça c'est vraiment très bien. Tant que je suis en ville, je vais juste finir de vous parler des petits aspects pratiques, notamment la chaleur. Le Viking, c'est une moto qui chauffe très peu. Vraiment, c'est impressionnant. C'est une moto. J'ai pris le ZZR 1400 d'Antoine l'autre jour pour faire une petite balade ensemble et je l'ai senti la différence immédiatement. Même si le ZZR, c'est pas une Panigale, mais franchement, sur un Viking, il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre. C'est incroyable cette moto. C'est une usine à rêve de folie, hein, sur laquelle il faut garder la tête très froide, les amis, par contre, hein, parce que autant vous dire que les vitesses deviennent rapidement prohibitives, mais à l'inverse d'une moto qui serait creuse en bas et dans laquelle vous devriez aller chercher votre plaisir dans les tours et donc dans des vitesses qui sont extrêmement élevées, le Viking il vous permet de kiffer en bas aussi parce que vous avez énormément de couple et ça c'est extrêmement agréable. C'est ça qui fait vraiment aussi la différence de cette moto avec d'autres super roadsters qui sont moins pourvus en termes de cylindrée. C'est que là vous pouvez vraiment vous éclater à toutes les plages de régime en fait. Et la suspension fait un excellent boulot en termes de châssis. La machine elle est vraiment impressionnante. On a 255 kg, peut-être un petit peu moins là avec les échappements, mais c'est vraiment une moto qui est lourde et elle est précise, elle se place bien. Franchement c'est un régal à conduire, hein. Franchement ça absorbe plutôt bien les aspérités de la route d'ailleurs, hein. On n'est pas non plus sur quelque chose qui est trop tape-cul et qui est plutôt bien filtré, mais par contre derrière quand il faut eh bien y aller un petit peu, ça marche très bien. Vraiment, hein, dès qu'on le chahute un petit peu, il est stable, il est précis. Le poids de la moto aide justement aussi à la maintenir, hein, à pas qu'elle ne bouge, qu'elle ne flotte, et ça marche du feu de Dieu, hein. C'est vraiment incroyable à quel point cette moto, elle a un nombre de visages. C'est le dieu multiface. Valar Morghulis, Valar Dohaeris, les amis. Mais pas demain, hein. On va pas mourir demain, on va attendre un petit peu. Le dieu de la mort, on lui dit not today. Oh là. Incroyable. C'est incroyable. Elle est vraiment dingue cette moto. Bon allez, on va s'arrêter ici parce que je sens que les larmes commencent à monter. Vous savez que moi je suis un grand émotif, surtout quand je parle de mes machines préférées. Cette moto pour moi elle est parfaite, mais je ne suis pas du tout objectif. Mais je peux vous dire quand même que pour le prix que coûte aujourd'hui un Viking d'occasion et l'expérience qu'elle offre, pour les défauts qu'elle a, c'est incroyable. Je conclue très rapidement sur la partie passager parce que du coup en fait cette moto, j'ai eu l'occasion dans ma vie d'avoir des gens derrière moi. C'est pas très agréable parce que c'est une moto où l'assise passager est très haute parce que le cul en fait du Viking est très haut, donc en fait vous vous retrouvez avec un décalage qui est très élevé. Alors ça peut être agréable pour les personnes qui veulent un petit peu voir ce qui se passe parce que pour une fois vous dominerez probablement votre pilote en termes de hauteur. Mais par contre c'est pas forcément génial, les jambes sont très recroquevillées, voilà, ça peut être rigolo une fois de temps en temps pour emmener quelqu'un en balade, lui montrer un petit peu à quoi ressemble le Viking, mais ça reste plutôt une machine qui est là pour satisfaire votre propre ego, votre propre plaisir, et en ça, eh bien, elle est vraiment fantastique. Voilà, écoutez, on va se retrouver maintenant pour la petite partie concurrence de cet essai, je vous retrouve dans un instant. Bon, bah il semblerait que j'ai pas fait de conneries en achetant ça. Je vous avoue que j'avais déjà une petite idée. Bon, oui, effectivement, vous vous en doutez, je ne vais pas être encore une fois très objectif. Cette moto est vraiment dans mon cœur, mais on en parlera dans la conclusion de ça, hein. D'abord, on va faire tout le déroulé normal de la vidéo, à savoir qu'il est l'heure de parler de la concurrence. Et bah, comme je vous l'ai expliqué, ça va être un petit peu compliqué de vraiment avoir une partie qui soit ultra cohérente à ce niveau-là, parce que le Viking n'est plus vendu, il est plus commercialisé et il est plus trouvable neuf dans le commerce, donc il a fallu que je ruse un petit peu, mais j'ai des choses à dire. Donc,
Donc, dans un premier temps, on va évoquer ce qui, pour moi, semble l'équivalence la plus immédiate du B-King si vous voulez exploiter ce moteur, mais dans une autre forme. C'est bien évidemment la Suzuki Hayabusa de deuxième génération. Oui, en effet, cette moto qui n'est apparue qu'un an après sa petite sœur décarénée, puisque le moteur de 4 cylindres en ligne avait été traîné d'abord dans sa deuxième génération sur le B-King, mais ici, il a pris un petit coup de boost puisqu'on arrive à 198 chevaux, donc on est vraiment à ça des 200, et 15,6 mètres-kg de couple. C'est une cathédrale ce machin qui délivre des sensations phénoménales, mais me fait agresser, mais étalé un petit peu plus que le B-King. Vraiment, l'objectif de la Hayabusa, c'est de vous emmener de 0 à 300 avant que vous ayez eu le temps de dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire, alors que le B-King, c'est plus de vous arracher les dents sur le 0 à 100. C'est deux philosophies un petit peu différentes. On a comme le Roadster une technologie qui est très limitée, on a 3 modes de conduite, donc un de plus que sur le B-King. L'ABS n'a été introduit qu'à partir de 2013, avec la révision sur le freinage. C'est une moto très brute de décoffrage sur laquelle il faudra être extrêmement prudent. Elle est un peu plus lourde que le B-King, elle va être un petit peu plus radicale au niveau de sa position, et l'assurance surtout va vous démonter la tête, parce que ça coûte une fortune sur cette moto de se faire assurer. Mais si vous voulez, le côté un petit peu plus famous de la moto, la Hayabusa, c'est peut-être la machine la plus populaire au monde, donc voilà, avec sa légende, son aura, le côté briseuse de limites et de records de vitesse, c'est effectivement une moto qui est extraordinaire. Mais voilà, faites attention quand même à tous les points que je vous ai dit, et notamment le freinage, sur lequel vraiment la Hayabusa, c'est pas une bonne moto du tout à ce niveau-là. Il a vraiment fallu attendre la 3e génération et du coup les Stylema pour changer la donne. Si moi aujourd'hui j'avais l'argent et que je devais choisir entre les deux, parce que vous êtes à peu près dans les mêmes budgets, un poil plus élevé, je prendrais le B-King, et surtout vu qu'il y a la 3e génération qui existe maintenant, je préférais avoir plus d'argent et me prendre cette version-là. Voilà, mais ça reste une moto incroyable. Ensuite, nous allons évoquer celle qui était, à mon sens, la concurrente directe du B-King à l'époque où il est sorti, c'est la BMW K1300R. Et oui, ils n'ont pas attendu 2009 et l'arrivée de la S1000RR pour proposer du gros 4 cylindres en ligne qui tâche. Déjà à l'époque, il y avait cette moto-là ainsi que la K1300S, qui était ni plus ni moins qu'une Hayabusa version allemande. C'était l'objectif de concurrencer un petit peu la machine de Suzuki. Et donc, on a sur cette moto 173 chevaux, ce qui est déjà gigantesque, mais elle conserve son titre et ça, moi, je suis content. Une quantité de couple extrêmement généreuse et après une proposition, comme les Allemands ils savent faire, c'est-à-dire avec beaucoup de technologie. Elle est arrivée 3 ans après le B-King, mais elle proposait en option des suspensions semi-actives et un shifter en montée, ce qui est vraiment déjà plutôt chouette, et une partie cycle peut-être un petit peu moins rigolote que celle du B-King. Là-dessus, c'est pas une fourche standard, c'est le système télélever que BMW utilise, qui rend la moto stable, mais peut-être un petit peu moins agile. Au niveau du poids, c'est peu ou prou la même chose. Moi, la seule chose qui me gêne vraiment sur cette moto, c'est la gueule. Je trouve vraiment que le B-King a un côté un petit peu plus mastoc et énervé pour lui. Maintenant, voilà, ça, les goûts et les couleurs, c'est purement personnel. Je pense vraiment que si vous voulez quelque chose d'un petit peu différent, que vous avez un petit peu plus de sous, parce que ça coûte quand même un poil plus cher qu'un B-King, et que vous voulez un peu de techno, K1300R, c'est fait pour vous. Et maintenant, nous allons finir avec autre chose, puisque je vais vous parler du présent. On va laisser les vieilleries, là, les vieux trucs, et on va finir par celle qui est finalement la descendante directe, la fille spirituelle du B-King. J'ai nommé la Kawasaki ZH2, version SE tant qu'à faire. Je suis désolé, je vais redire la même chose, et malheureusement, si Kawasaki c'était pas ce que vous vouliez, vous allez devoir vivre avec. Cette moto, c'est le B-King en version moderne. Il n'y a pas de doute possible dans la filiation, dans l'esprit, dans les dimensions, dans les sensations véhiculées. On n'est pas du tout en face de motos comme la Super Duke, la Tuono, à cause justement du poids de la machine et surtout de son orientation. On a un 4 cylindres en ligne compressé qui est dérivé de celui de la Ninja H2 qui sort 200 chevaux et 14 mètres-kg de couple, donc avec une façon d'être délivrée très différente. C'est de 0 à 6500, c'est velu, mais voilà, à 6005, c'est dans les fesses directement. J'ai quelques bleus encore au coccyx et une machine qui est fantastique avec beaucoup plus de technologie qu'un B-King. Là-dessus, vous avez tout, contrôle de traction, régulateur de vitesse, les modes de conduite, etc. Et la version SE vous propose les suspensions semi-actives ainsi que le freinage Brembo Stylema. Donc là, on arrive vraiment sur un package ultra complet. Si vous avez l'argent et que vous cherchez la moto qui sera la plus en face du B-King en termes de l'esprit et de la philosophie, c'est vraiment un ZH2 qu'il faut prendre et aucune autre moto, même une Super
Super Duke qui a beaucoup de couples n'est pas du tout dans la même filiation. La Rocket 3 c'est beaucoup trop lourd. C'est ça qu'il vous faut. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la conclusion de cet essai et le Viking c'est une moto parfaite pour moi. Hein. Si j'en ai possédé 7, c'est que c'est quand même une machine à laquelle je suis attaché. Elle a quelques petits défauts bien évidemment. Elle est super lourde, la techno est extrêmement limitée dessus. Commence à faire un peu vieillotte et le look pour certains, bon c'est un peu rebutant. Mais quel monstre, quelle machine incroyable. C'est vraiment le genre de moto où tout le monde va vous regarder passer. Elle a un moteur qui est hyper généreux, qui peut tout faire. De la balade, de l'arsouille, du dragster si ça vous dit, voilà. Avec une partie cycle qui est quand même hyper saine. Et puis surtout une originalité qui est folle. Hein. C'est des machines comme vous en croisez extrêmement peu. Donc moi je suis extrêmement content de mon achat. Et ça c'est le plus important, je tiens à vous le dire tout de suite. Et cette moto, vous allez être amené bien évidemment à la voir très fréquemment sur la chaîne. Puisque je croise les doigts, mais normalement elle va rester chez nous pendant un moment. Cette vidéo est terminée les amis. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur ce que vous en avez pensé et sur vos pensées du Viking. Tant que vous restez poli et courtois, vous pouvez dire ce que vous voulez. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me donner plutôt une appréciation positive d'avoir pris un Viking parce que vous me disiez que c'est original, c'est différent, c'est une moto légendaire et iconique. Donc j'ai été plutôt content. Certains d'entre vous, trouvent la moto dégueulasse et je peux le comprendre. Hein, c'est les goûts et les couleurs. Le petit like, c'est important pour soutenir la chaîne et surtout de vous abonner hein, si vous voulez juste recevoir les notifs et être au courant de ce qu'on fait sur la chaîne. C'est juste le minimum. Et puis le petit statut Roadstars, hein, c'est le petit abonnement que vous pouvez payer tous les mois pour me soutenir un peu plus et qui vous donne accès à certains avantages comme une priorité aux réponses aux commentaires, des shorts en avant-première sur les motos que je vais essayer, etc. Je ferai peut-être des petits paliers supplémentaires dans le futur avec d'autres avantages, on verra. Pour le moment j'ai suffisamment de boulot comme ça et je vais vous renvoyer vers l'essai tout simplement de la Kawasaki ZH2 SE puisque c'est pour moi le plus cohérent avec cette moto là. Et en attendant, portez-vous bien, kiffez vos motos, ciao.